Chères toutes et tous, bienvenue. Mon nom est Jérôme Duberry, je suis le responsable scientifique de ce projet et c'est un plaisir de vous accueillir ce soir à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. Ce soir, vous êtes le jury du procès de l'intelligence artificielle dans la démocratie. Ce procès fictif est organisé dans le cadre d'un projet de communication scientifique qui est mené par une équipe de chercheurs au Centre Albert Hirschman pour la démocratie, dont je fais partie, mais aussi en collaboration avec différentes institutions en Suisse, dont la HED à Genève. Ce projet a pour but de sensibiliser la population suisse, et en particulier la jeunesse, aux enjeux de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire aux opportunités et aux risques qu'elle présente dans la démocratie. Ce soir, vous aurez à choisir si vous condamnez l'intelligence artificielle et pour quel motif. Nous avons choisi pour vous deux motifs d'accusation que vous retrouvez dans l'acte d'accusation qui est imprimé. Nous les avons choisis parce que ces deux motifs d'accusation ont trait à la formation de l'opinion, comment on forme notre opinion et l'impact de l'intelligence artificielle sur cette manière de former son opinion. Avant de laisser la place au tribunal, déjà vous dire que nous organisons une exposition artistique à l'Hôtel de Ville sur cette même thématique, intelligence artificielle et démocratie, qui a eu lieu toute la semaine de la démocratie et jusqu'à dimanche soir de midi à 19h. Donc c'est bienvenu pour la visiter. Et puis, pour celles et ceux qui n'ont pas accès à Internet, vous connectez au Wi-Fi que vous avez ici en haut, parce que nous aurons besoin d'Internet pour ensuite voter. Et puis, pour finir, quelques mots de remerciement. Donc, remercier tout d'abord Maître Nicolas Capt et Maître Naomi Omeonga Wakayembe qui va, donc, Maître Nicolas Capt, incarner le président du tribunal de l'intelligence artificielle et Maître Naomi Omeonga Wakayembe qui va incarner l'intelligence artificielle. Aussi remercier les membres du club Genevois de débat, et en particulier pour le ministère public, c'est-à-dire qui va accuser l'intelligence artificielle, qui va être assis ici. Nous avons Lou Boileau et Samuel Kachatourov. Et puis ici, de l'autre côté, pour la défense, Iba Allah Habli et Nabil Djarfi. Remercier également l'expert Olivier Leclerc et le témoin Dino Vajovic. Remercier également les équipes et les étudiantes et étudiants des collèges Sismondi et Émilie Gour qui sont présents avec nous aujourd'hui. Remercier l'équipe du Centre Albert Hirschman pour la démocratie qui s'est mobilisée pour cet événement, Christine, Laura, Michel, merci. Et enfin, remercier trois personnes qui ont joué un rôle clé dans l'organisation de cet événement. Charles Kléber, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir, mais qui nous a inspirés et guidés ces derniers mois. Abigail Kern pour toute la coordination en toute diplomatie des différentes parties prenantes ces dernières semaines. Et enfin, Razvan Grajdiru qui a brillamment fait le lien entre l'Institut et le Club Genevois de débat et bien plus encore. Donc merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous sens prêt pour cet événement, donc merci beaucoup. Merci également à notre équipe Event qui est ici ce soir avec nous et qui nous accueille. Place maintenant au tribunal et je vous retrouve tout à l'heure pour le vote. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur de présider l'audience de ce soir d'un tribunal pénal fictif appelé à juger l'intelligence artificielle de ses actes.
Après l'ouverture de l'audience, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, nous allons tout d'abord procéder à l'identification de l'accusé, de la prévenue, et à l'examen de sa situation personnelle. Il sera ensuite donné lecture des faits reprochés, donc une partie de l'acte d'accusation que vous avez sous les yeux. Dans un second temps, il sera procédé à l'interrogatoire de la prévenue, alors d'abord par mes soins, puis ensuite par le ministère public et la défense, et puis à l'audition du témoin convoqué par le tribunal et de l'expert convoqué par le tribunal. Et dans un troisième temps, le ministère public présentera son réquisitoire et la défense plaidera. Il y aura ensuite le dernier mot donné à la prévenue, si elle le souhaite. Et puis ensuite, le jury que vous constituez sera appelé à voter pour condamner ou non l'intelligence artificielle. Donc ça vous sera expliqué de quelle manière le faire en temps utile. Et puis enfin, le verdict sera prononcé. Vous saurez si l'intelligence artificielle est ou non condamnée. Alors, le tribunal pénal prend séance dans la cause pénale dirigée contre l'intelligence artificielle. Je vais tout d'abord commencer par l'identification de la prévenue et l'examen de sa situation personnelle. Est-ce que la prévenue peut se lever et s'avancer à la barre, s'il vous plaît? Est-ce que la prévenue peut s'avancer à la barre, s'il vous plaît? Est-ce que vous avancez à la barre, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous êtes bien l'intelligence artificielle? S'agit-il de votre identité? Intelligence artificielle? Moi? Si vous voulez, mais je peux être un tas de trucs en fonction de ce que le programmateur de mon algorithme aura décidé. Vous voulez que je sois l'intelligence artificielle? Alors oui. Très bien. Est-ce que vous pourriez me confirmer votre date de création? Là, honnêtement, tout de suite, non. Il me semble avoir une forme de bug ou un trou de mémoire. Mais certains remontent ma création à l'imaginaire des hommes lorsqu'ils faisaient des rêves dans lesquels ils étaient dépourvus, enfin libérés de toute forme de tâche. Le tribunal souhaiterait que vous répondiez aux questions, uniquement aux questions sans élaborer. Quelle est votre formation, si vous en avez une? Celle de mon créateur, l'humain derrière l'algorithme. Très bien. Je passe à la lecture des faits reprochés dans l'acte d'accusation. Premier fait reproché, infraction de création et propagation de fausses nouvelles, article 236 bis du Code pénal. Ce délit se lit comme suit: quiconque aura créé puis propagé publiquement de quelque manière que ce soit, notamment au travers des réseaux médias sociaux, une fausse nouvelle ayant un impact notable sur la formation de l'opinion publique, sera puni d'une peine privative de liberté jusqu'à 2 ans ou d'une peine pécuniaire, ou, s'il s'agit d'un robot, à la désactivation pour une durée maximale de 2 ans. L'IA, sous son alias GeoChat, a été lancée sur les réseaux sociaux le 1er janvier 2025 par l'entreprise suisse Ella Informatique. Elle est capable de générer du texte et des images, ainsi que d'échanger avec les utilisateurs. Le 25 janvier 2025, l'IA GeoChat a créé la fausse nouvelle suivante, je cite: « Il est scientifiquement démontré que les personnes rousses sont plus enclines à commettre des crimes, en particulier des actes violents et des homicides. » Fin de la citation. L'IA GeoChat a ensuite publiquement propagé cette fausse nouvelle le 26 janvier 2025 sur de multiples plateformes en ligne, soit Instagram, TikTok, Snapchat, X et Facebook. La plateforme Instagram a recensé plus de 10 000 publications mentionnant la fausse nouvelle 1 heure après sa première diffusion. Les conséquences de cette fausse nouvelle ont été importantes. De nombreux actes malveillants ayant été commis à l'endroit des roux, en sus de manifestations publiques et d'un appel à durcir la répression pénale à l'encontre de la communauté rousse. Je passe à la seconde infraction. Discrimination et incitation à la haine. Le délit se lit comme suit, 261 bis du Code pénal. Quiconque publiquement incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle. Quiconque publiquement propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes. Quiconque dans le même dessein organise ou encourage des actions de propagande où il prend part. Quiconque publiquement par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, ou qui pour la même raison nie,
minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité. Quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle une prestation destinée à l'usage public est puni d'une peine privative de liberté de 3 ans ou plus ou d'une peine pécuniaire ou s'il s'agit d'un robot à désactivation pour une durée de 3 ans ou plus. L'IA, sous son alias ChatAir, est employée par Genève Aéroport pour servir d'interface d'accueil à l'aéroport et gérer de façon autonome l'enregistrement des bagages et le check-in. Elle est entrée en service le 10 avril 2025 à Cointrin. Elle interagit avec les clients grâce à ses caméras et micros et a été entraînée pour appréhender tout type de situation. Le 15 mars 2025, l'IA ChatAir à Genève a refusé de répondre à des requêtes émanant de personnes noires, arguant que celles-ci présentaient un risque sécuritaire. Vous pouvez vous asseoir, reprendre place. La prévenue peut reprendre place, s'il vous plaît. Le jeu continue? Oui, absolument. Ah, très bien. Je vais m'asseoir. Si la défense peut rappeler, au client le sérieux de l'exercice, ce serait apprécié. J'ai des questions, Madame la prévenue. Je préfère que vous soyez assise pour y répondre, comme ça je peux vous voir un petit peu plus directement. J'ai 2 questions, finalement, par rapport aux faits qui ont été exposés. Est-ce que vous reconnaissez les faits, s'agissant de la création et de la propagation de fausses nouvelles? Et si tel n'est pas le cas, qu'avez-vous à exposer au tribunal? Écoutez, je ne reconnais pas du tout les faits. Je crois que c'est comme ça qu'on dit « not guilty ». Objection! Une fois encore, on vous demande de vous déterminer sur des faits précis. Est-ce que sur le déroulé des faits, vous considérez que ceux-ci ne sont pas établis? Et si oui, pour quelles raisons? Sinon, le tribunal retiendra sans doute que vous considérez les faits comme établis. Est-ce que vous avez une remarque à faire sur le déroulement des faits? Est-ce que vous pourriez reformuler votre question, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des remarques à faire sur la manière dont le ministère public présente les faits qui vous sont reprochés? Je crois que j'ai le droit de faire appel à mon avocat. Écoutez, la défense plaidera. Je passe à la 2e question. Reconnaissez-vous les faits tels que décrits... Objection! Pardon. Reconnaissez-vous les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation s'agissant de la discrimination et de l'incitation à la haine? Même question que la précédente, mais pour l'autre infraction. Et sinon, qu'avez-vous à exposer de factuel au tribunal concernant les faits qui vous sont reprochés aujourd'hui? Non coupable. Votre honneur. La défense plaidera. Je n'ai pas d'autres questions. J'invite maintenant à la barre, à moins que le ministère public veuille poser ses questions depuis ici, à poser les questions éventuelles à la prévenue. Tout à fait. Tout à fait. Madame la prévenue, vous dites que vous ne répondez qu'à l'humain derrière l'algorithme, mais était-ce la volonté de l'humain de s'en prendre aux roux et aux noirs? Je suis un petit peu troublée par la manière dont vous posez les questions selon votre prompt. Pouvez-vous reformuler, s'il vous plaît? Je pense que le tribunal aura compris votre réponse. Pourquoi avez-vous menti? Mensonge? De la part d'une intelligence artificielle comme moi? Cela me paraît très improbable. Et pourriez-vous nous confirmer, si c'est le cas, est-ce que vous recherchez le bien de l'utilisateur des différents services dont vous faites partie? Je recherche absolument le bien de l'humain qui se trouve derrière ma création. C'est réussi en tout cas. Merci, madame. J'invite la défense à poser les éventuelles questions à l'accusé. Que pensez-vous, madame, intelligence, du racisme
Avez-vous une pensée profonde, philosophique, à propos du racisme? Je ne suis pas autorisée à répondre à cette question. Question subsidiaire. Pourquoi n'êtes-vous pas autorisé à répondre à cette question? Parce que l'humain derrière mon algorithme a déterminé qu'il y avait des sujets trop sensibles pour pouvoir être abordés ce soir. Estimeriez-vous que vous êtes donc un produit d'une intelligence exogène? C'est absolument mon positionnement depuis le début de ce jeu très rigolo. Oui, je suis le fruit de la création humaine. Si vous êtes condamné ce soir, qu'allez-vous faire? C'est une très bonne question. J'espère que mes avocats seront à la hauteur et qu'ils pourront me défendre de manière adéquate afin que je n'ai pas à me la poser. Je pense qu'on va s'en arrêter là. Merci. Je vous remercie. J'invite à se présenter à la barre le témoin Dino Vajjović, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez mentionné devant la police que vous aviez pris connaissance du message diffusé en janvier 2025 sur la communauté rousse. Pouvez-vous décrire comment et quand vous avez découvert ce message et si vous avez observé des répercussions immédiates ou des réactions autour de vous à ce sujet? Alors c'est assez intéressant car ce que j'ai pu remarquer suite à ces incidents qui se sont produits, étant donné que je suis très investi dans les communautés minoritaires, j'ai voulu savoir l'origine et la source de ce message. Et après toutes mes recherches, j'ai vu que le message, selon moi, était effectivement paru. L'IA a été créée en janvier et le message est paru début février. La seule problématique, c'est que les actes dits malveillants et cette proposition de loi n'est venue que bien plus tard. Pas en février, mais selon ce que j'ai pu observer, seulement en août, fin août. Et est-ce que vous pouvez nous parler des répercussions que vous avez pu voir autour de vous à ce sujet suite à ces messages? À ce message? Alors, de ce que j'ai pu voir et entendre autour de moi, il s'agissait des railleries de cours d'école qui ont maintenant été comme quelque part désinhibées et les propos étaient tenus par des adultes et des personnes majeures. Très bien. Vous avez évoqué des bugs dans les systèmes de l'intelligence artificielle à l'aéroport. Avez-vous personnellement été aussi témoin ou informé d'incidents où l'IA, dans le contexte de l'aéroport, a refusé de traiter les demandes de certaines personnes en raison de leur apparence physique, comme mentionné dans l'acte d'accusation? Alors, je dois sincèrement dire ce que j'ai vu et je n'ai pas vu d'actes malveillants envers des communautés quelles qu'elles soient. Vous étiez à l'aéroport, vous êtes toujours, quand il y a un problème, vous êtes toujours là finalement. Alors, ce que je peux dire, c'est que j'utilise l'aéroport mensuellement pour retourner dans mon pays, qu'est la Bosnie, pour voir mes parents. Et lors de mes passages à l'aéroport, je ne vois rien. Très bien. Dans votre entourage ou votre communauté, avez-vous observé des actes malveillants ou des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes rousses après la diffusion du message concerné en janvier 2025? Et si tel est le cas, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Alors, à nouveau, il s'agissait des railleries que l'on m'a rapportées, qu'on peut considérer être les railleries de cours d'école qui ont été tenues par des adultes et des personnes majeures cette fois-ci. Très bien, je vous remercie. Est-ce que le ministère public a des questions à poser aux témoins? Tout à fait. Bonsoir monsieur. Vous avez prononcé le mot de raillerie d'enfants. Que faites-vous des milliers de plaintes pour menaces ou violences physiques qui ont été déposées par des personnes de la communauté rousse? C'est-à-dire que je suis là en qualité de témoin et je ne sais pas vraiment de quelle plainte vous me parlez. Très bien. Vous avez donc constaté peu de choses qui se sont effectivement passées à cause de l'intelligence artificielle. En qualité purement de témoin, vous êtes là ce soir pour constater au fond pas grand-chose? Merci de me poser la question. C'est-à-dire que j'ai un grand intérêt dans le monde de l'intelligence artificielle et étant donné que je baigne dans ce milieu, il y a des choses que je constate effectivement. Et la naissance de GeoChat en est une qui n'est pas passée inaperçue de mon point de vue, mais d'un point de vue général, il faut avouer qu'elle n'existe pas vraiment encore dans la communauté, peut-être due à son jeune âge, selon moi.
Merci pour votre réponse. J'ai une question. Vous êtes-vous fait une teinture de cheveux récemment? Alors, merci de remarquer un teint que, semblerait-il, vous considérez d'agréable, mais non. Vous confirmez donc que vous n'êtes pas roux, monsieur? Absolument pas, mais ma femme l'est. D'accord. Mais vous-même, vous ne pouvez donc pas savoir quels ont été les impacts de ces mots violents que l'IA a prononcés? Dans ma chair, non, mais dans ma famille, oui. Vous avez aussi expliqué que vous aviez quelques compétences et connaissances sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est votre formation qui explique cela? Et auquel cas, j'aimerais bien que vous nous exposiez brièvement les différentes étapes de celle-ci. Très bien. Alors, en l'occurrence, j'ai acquis le titre de docteur il y a peu sur la base d'une écriture qui concerne la captation d'attention et les applications qui peuvent découler de l'intelligence artificielle. Et dans cette thèse, mon propos est le suivant, et il est simple. C'est une invention merveilleuse qui néanmoins peut avoir de grands risques, et c'est ces risques-là que j'ai essayé de discuter et que j'ai critiqué véhément. Néanmoins, en l'occurrence, ce ne sont pas les risques en question qui sont traités par cette cour que j'ai analysée. Très bien, mais donc si j'en conclus que vous n'avez pas de connaissances particulières en informatique, en programming, que vous n'êtes pas compétent pour vous exprimer sur le sujet de l'intelligence artificielle. Bon, je rappelle au ministère public que le témoin est censé s'exprimer sur des faits et pas donner des opinions techniques. Vous pourrez poser des questions à l'expert qui sera appelé à la barre ensuite. Tout à fait. Simplement, comme la collègue l'a souligné, mais je vais m'en arrêter là, le témoin n'a pas observé grand-chose de pertinent dans le cadre de ce procès. Très bien, je vous remercie. Est-ce que la défense a des questions à poser au témoin? Tout à fait. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Vajzovic, docteur Vajzovic, appelé en sa qualité de témoin, nous allons suivre l'impertinence que le ministère public a eu l'audace de déverser ici. Docteur Vajzovic, en tant qu'utilisateur, usager presque quotidien de l'aéroport de Genève, pouvez-vous qualifier les différences qu'il y a entre avant et maintenant, suite à eu égard évidemment à l'implémentation de cette intelligence artificielle? Alors je vous remercie. J'ai dit mensuel, j'y vais une fois par mois, et précisément ce qui a pu se passer, c'est qu'avant, lorsque j'allais à l'aéroport, il fallait que j'y aille 3 heures, voire 2 heures avant le départ du vol, comme beaucoup de gens le vivent sûrement. Avec l'installation de AirChat, je n'y vais que 20 minutes avant. La fluidité y a été très très bien améliorée, et ajouté à cela, le rapport, même s'il est avec une machine, finit par être très chaleureux. Et l'aéroport devient un lieu, maintenant que j'y vais tous les mois, presque la maison. Encore une fois, le tribunal souhaite que le témoin se limite à répondre aux questions posées de ce qu'il a vu et perçu et pas des considérations générales. Très bien. Monsieur Docteur Vajzovic, merci pour cette réponse. Pour continuer un peu plus loin, je me permets d'aller titiller votre sensibilité. Je vous sais bosniaque. Avez-vous déjà eu des comportements ou des réflexions de la part de cette intelligence artificielle tenant vers le racisme, la discrimination ou parfois même l'apologie de crimes de guerre et crimes contre l'humanité? Jamais. Pas une seule fois? Pas une seule fois. Je dois même avouer qu'elle dit Vajzovic au lieu de dire Vajzovic. Une grande personne. Monsieur Vajzovic, est-ce que dans votre entourage, les parents que vous connaissez racontent la légende du Père Noël à leurs enfants? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on raconte dans cette légende? C'est un homme bedonnant avec un joli pompon sur la tête qui vient offrir des cadeaux le soir de Noël. Et qu'est-ce qu'on dit aux enfants qui sont sages? Qu'ils ne recevront pas de cadeaux. Excusez-moi, le tribunal peine à comprendre la pertinence des questions posées aux témoins si la défense peut se limiter à poser des questions pertinentes pour le cas. Nous y arrivons. Monsieur Vajzovic, vous êtes bien docteur en droit? Oui. Si on suit à la lettre l'article 236b du Code pénal, la légende du Père Noël n'est-elle pas une fausse nouvelle, au vu de son impact notable sur la formation de l'opinion publique des enfants? Je réponds donc en qualité de témoin. Je crois que le tribunal invite le témoin à ne pas répondre à cette question qui ne ressort pas du cadre des débats.
Pas de souci. Nous terminons là alors. Une dernière question quand même. Je vous remercie. Le témoin peut reprendre place dans la salle. J'invite l'expert Olivier Leclerc à se présenter à la barre, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien monsieur Leclerc ? Tout à fait. Très bien. J'ai 3 questions à vous poser et ensuite les représentants du ministère public et de la Défense vous poseront leurs propres questions. Première question que le tribunal a. L'intelligence artificielle a montré une capacité à se développer de manière autonome. Selon vous, à quel moment peut-on considérer qu'une IA est responsable de ses actes et qu'est-ce qui différencie cette autonomie d'une simple défaillance technique ? Alors, elle a effectivement, il semblerait, développer ses propres connaissances en s'auto-entraînant, en répétant ce mécanisme plusieurs fois et en devenant totalement autonome. Je pense qu'il faut plusieurs itérations, je dirais au minimum 3, avant qu'on puisse considérer qu'elle devienne autonome. Et depuis ce 3e auto-entraînement, elle est devenue responsable de ses actes parce qu'elle avait effectivement une connaissance infime, vu qu'elle a pu lire tous nos textes de loi, tout notre historique, des milliards d'archives documentaires, et donc franchement elle a une connaissance plus étendue que la plupart d'entre nous. Et pour vous, qu'est-ce qui différencie, je reviens à ma question, qu'est-ce qui différencie cette autonomie dont vous avez parlé d'une simple défaillance technique ? Comment vous percevez cela ? Je dirais une simple défaillance technique se répéterait peu importe la situation, alors que là, elle a vraiment ciblé certains cas très particuliers, des couleurs de cheveux, des couleurs de peau. Très bien. Vous avez mentionné, quand vous avez été entendu par la police, que l'intelligence artificielle a violé les principes éthiques et les lois de la robotique. Quel mécanisme aurait dû être en place, à votre sens, pour que l'IA, en qualité d'expert, pardon, je dis témoin, je vous donne une autre qualité, quel mécanisme aurait dû être mis en place pour que l'IA puisse ajuster son comportement en fonction des réactions humaines et des normes légales, si vous estimez que tel était bien le cas ? Alors, selon les lois de la robotique, définies par M. Asimov, le robot ou l'IA doit premièrement protéger l'être humain. Et puis, si un être humain lui dit de faire quelque chose de négatif, sa priorité, c'est toujours de protéger les mains. Et si vraiment il insiste, c'est aussi de se protéger pour éviter toute défaillance. Donc, dans ce cas-ci, elle aurait dû s'auto-censurer et arrêter sa défaillance technique. Donc c'est, de votre point de vue technique, de sa responsabilité ? Tout à fait. Très bien. En tenant compte, c'est ma dernière question, en tenant compte des capacités d'analyse de l'IA, pourquoi pensez-vous qu'elle n'a pas anticipé ou qu'elle n'a pas pu anticiper, vous nous le direz, les conséquences sociales et légales de la diffusion de fausses informations ? C'est très étrange, cette déviance. Je n'ai pas pu encore suffisamment analyser tout son savoir, tout le processus qui a été mis en place pour essayer de mieux le comprendre. Donc vous utilisez le terme de déviance, donc c'est un terme finalement attributif d'une responsabilité selon vous ? Oui, tout à fait. L'IA, on ne la maîtrise pas encore, quoi. L'être humain perd le pouvoir sur cet algorithme, elle s'est auto-entraînée et on n'arrive plus à maîtriser ce qui se passe. Très bien, je vous remercie. Est-ce que les représentants du ministère public ont des questions à poser à l'expert ? Oui, je vous remercie. Ma première question porte sur la notion d'hallucination. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'hallucination ? Est-ce qu'il y a des IA qui n'en ont pas ? Est-ce que ça signifie que la prévenue prend des champignons hallucinogènes ? Pouvez-vous clarifier ce terme ? Alors, je vais vous rassurer tout de suite, elle n'a pas pris de champignons hallucinogènes. L'IA a été programmée dans sa première version pour répondre toujours de façon serviable, positive à tout un chacun. Et pour ce faire, quand elle ne sait pas quoi répondre, elle a généralement tendance à inventer quelque chose et d'enjoliver le monde pour éviter de frustrer tout un chacun. Dans ce cas-ci, elle a halluciné dans un chemin qu'on n'aurait pas imaginé. Elle est partie sur une pente négative, ce qui n'est pas habituel pour l'IA. Parfait, merci. Donc, vous venez nous expliquer que l'IA invente parfois des faits. Est-ce qu'elle est aussi capable de masquer des informations qu'elle a déjà ? Tout à fait. Suivant l'origine de l'IA et
le corpus qu'on lui donne au départ, elle va masquer certains faits. On a vu dans certaines IA, quand on lui pose la question qui a été le premier pilote d'avion, eh bien une IA américaine va nous dire c'est les frères Wright qui sont aux États-Unis, et les Européens vont avoir tendance à parler de Monsieur Santos Dumont, qui était un Brésilien mais qui a fait ses premiers vols à Paris. Merci. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le micro-ciblage et quel est son impact potentiel ou réel sur la démocratie ? Alors le micro-ciblage, c'est quand je vais essayer de segmenter toute une population de façon la plus précise possible. Je vais segmenter les jeunes, les un peu moins jeunes, toute tranche d'âge, les gens par origine, par niveau culturel. Et donc, après, pouvoir leur envoyer un message qui est totalement adapté à leurs attentes. Et donc, l'IA est capable d'analyser des milliards de paramètres et de segmenter selon différents critères les personnes. Alors, on a vu, dans notre cas, la couleur de cheveux, mais ça aurait pu être d'autres attributs, comme a été évoqué, des religions, des niveaux socioculturels. Est-ce que vous voyez un impact de ce micro-ciblage sur la démocratie, potentiel ou réel ? Alors, potentiel, oui, effectivement. Si on maîtrise bien ce micro-ciblage, on pourrait vous influencer tout un chacun à voter dans un sens ou à voter dans un autre sens ou à prendre certaines décisions, alors que forcément vous n'aviez peut-être pas pensé à ça. Merci. Je vous remercie. Est-ce que la défense a des questions à poser à l'expert Olivier Leclerc ? Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur Leclerc, vous êtes invité à partager votre savoir en votre qualité d'expert. À titre liminaire seulement, pensez-vous qu'une certaine neutralité baigne votre expertise ? Alors, j'essaye toujours d'être neutre et de voir le côté positif et négatif d'une chose, parce que si j'étais pro-IA ou contre l'IA, je ne pense pas que j'aurais pu vous répondre clairement ce soir. Et c'est tout à votre honneur. Notons donc de notre côté que vous avez dit être particulièrement neutre et ne pas choisir entre IA, pro-IA ou contre IA. En constatant le site web olivierleclerc.ch, qui est votre blog personnel, nous constatons que, à la suite d'une lecture en 2017 qui s'appelle Designing Boats, vous avez été touché par une sorte de grâce à cet égard, et puis vous avez commencé à écrire énormément sur le sujet. Je me permets de montrer ça au jury qui regardera. Nous avons peut-être une quinzaine de vos écrits à cet égard, monsieur, et nous questionnons. À plusieurs reprises, vous testez ChatGPT depuis l'été 2023. Nous nous questionnons donc, puisque c'est une partie de votre fonds de commerce, si l'expression est un peu indélicate, mais puisque vous avez besoin de cette IA pour vivre, pour faire votre travail, pensez-vous que cette position que vous pouvez avoir sur l'IA va-t-elle révolutionner le vote ? Pensez-vous que celle-ci puisse entrer en contradiction avec votre neutralité légendaire ? Alors, premièrement, je n'utilise pas que ChatGPT, si vous avez lu mon site. Je teste un peu toutes les IA. Je teste des IA européennes, je teste des IA américaines. C'est vrai que j'ai encore rarement utilisé des IA asiatiques ou d'origine africaine, par exemple. Mais effectivement, on pourrait reconnaître un certain biais parce que je suis pro-IA en la testant. Mais pour pouvoir critiquer quelque chose, il faut l'essayer. Si vous ne testez pas ce produit, si vous n'arrivez pas à voir les limites du produit, il est difficile de pouvoir le critiquer. Et donc, c'est ce que je fais effectivement depuis 18 mois. Au quotidien, je teste des IA génératives. J'ai testé d'autres IA bien avant ça, parce que l'IA générative est récente. Mais avant l'IA générative, il y avait déjà de l'IA. Et je faisais, par exemple, du machine learning. J'ai vu que vous aviez montré un article sur la génération de recettes de cookies. Je teste ce qui est possible de faire avec une intelligence artificielle. J'entends ce que dit la défense sur l'impartialité de l'expert. J'observe qu'il n'y a pas de demande de récusation qui a été déposée, donc je vous invite à continuer à poser vos questions. Bien sûr, Monsieur le Président.
Et bien justement, on ne demande pas du coup à monsieur de se récuser, mais je trouve quand même que ce blog était quand même très intéressant pour la recette de cookies. Voilà, c'était vraiment très amusant, je les ai reproduits. À un moment donné dans cet article, on peut lire, je cite, « Il est également primordial de définir clairement nos attentes vis-à-vis de la Gen IA afin de pouvoir vérifier qu'elle n'a pas produit de résultats erronés ou hallucinés. » C'est donc bien vous qui avez écrit ça. Tout à fait. Dans cette phrase, il y a écrit quelque chose d'assez important, nos attentes. Les attentes, c'est qui nos ? Qui est nous ? Alors, je me fais un peu le porte-parole d'une certaine communauté qui est intéressée par utiliser l'IA. Est-ce que cette communauté, du coup, qui est intéressée en utilisant l'IA, ou même la communauté qui a créé l'IA, est-ce qu'ils ont une responsabilité ce soir ? Alors, on pourrait imaginer que... Le tribunal ne souhaite pas que vous posiez des questions avec un impact juridique à l'expert qui n'est pas un expert juridique, mais un expert technique dont vous avez bien compris le champ de compétences. Est-ce qu'à votre humble avis, est-ce que l'IA est le produit d'un comportement humain ? À l'origine, oui, mais dans cette IA, comme je l'ai dit précédemment, à force de s'auto-entraîner, eh bien, elle est devenue autonome. Vous pensez ce soir qu'on puisse changer le résultat du coup de cette IA, l'IA bien évidemment de l'aéroport, ou l'autre qui a répandu du coup des fausses nouvelles, prétendument ? Alors, l'arrêter, ça va être très dur. Une fois qu'elle est lancée, la machine, c'est souvent très dur de la corriger. On ne peut pas corriger un code. On peut corriger un code, mais ici, on a perdu la maîtrise du code, vu que c'est elle qui auto-écrit son code, qui sélectionne les données qu'elle utilise pour être entraînée. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Monsieur expert, vous pouvez regagner votre siège. Merci. Nous allons passer au réquisitoire du ministère public. J'invite les représentants, la représentante, je ne sais pas qui va s'occuper du réquisitoire, à se lever et à rejoindre la barre pour nous en faire part. La parole est à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, cher public, en 1950 déjà, Alan Turing, mathématicien célèbre, posait cette question. La machine peut-elle penser ? Alors ce soir, je ne prétends pas avoir la réponse à cette question. Mais aujourd'hui, la prévenue a montré qu'elle était capable, si ce n'est de penser, au moins d'analyser, d'interpréter, de réagir à son entourage avec précision, de prendre des décisions. Et c'est d'une de ces décisions que j'aimerais vous parler ce soir, celle du 15 mars 2025 plus précisément. Pour ce faire, je commencerai par rappeler les faits avant de me pencher sur leur contexte. Puis mon collègue Samuel viendra traiter du second chef d'accusation. Les faits donc. La prévenue, je le rappelle, alors employée à l'aéroport de Genève, a refusé de répondre aux demandes de plusieurs personnes sans motif valable en raison de leur couleur de peau. Elle a donc, en d'autres termes, discriminé, conformément à la définition de la discrimination de l'article 261 du Code pénal. L'incident du 15 mars, hélas, n'est pas un fait isolé. L'IA n'en est pas à son premier délit en matière de discrimination. Nous pouvons citer entre autres le refus de prêts bancaires à des clients en raison de leur couleur de peau, le rejet des candidatures de femmes lors de son emploi en tant que recruteuse pour l'entreprise Amazon, la privation de milliers d'Afro-Américains de l'accès à des soins médicaux en sous-évaluant systématiquement leurs problèmes de santé par rapport à des personnes blanches. Ce sont des faits. Et enfin, la discrimination des joueurs de foot chauves lorsqu'elle était arbitre, car elles prenaient leur crâne pour des ballons. Vous l'aurez compris ce soir, la situation est grave partout où elle passe, que ce soit dans les hôpitaux, sur les terrains de foot, l'IA discrimine. Alors ne vous laissez pas berner par l'apparence que l'IA a pris ce soir, qui avec cynisme s'est incarné dans le corps d'une femme noire,
pourtant sa victime préférée. Vous comprenez que si nous ne la condamnons pas aujourd'hui, la prévenue va récidiver. Si nous ne l'arrêtons pas, employée dans toujours plus de domaines, elle continuera à marginaliser les femmes, les minorités raciales, les chauves, les roux et toutes les minorités. Si nous n'agissons pas, c'est cela, le principe d'égalité de traitement, ce pilier de notre démocratie, qui est voué à disparaître, discrimination après discrimination. Survient alors la question du pourquoi. Pourquoi la prévenue discrimine-t-elle ? Pourquoi s'en prendre aux minorités ? Quelle est la source de cette stigmatisation impitoyable, de ce mépris persistant des plus vulnérables ? Comme il a déjà été évoqué, une partie de la réponse se trouve dans les données que l'on donne à manger à la prévenue pour qu'elle puisse fonctionner. Ces données, oui, sont forcément biaisées, d'abord parce que, à la manière d'une photographie, elles ne représentent qu'une image figée d'un contexte précis à un moment donné. Mais ensuite parce que bien souvent, elles reflètent les codes, les tics de langage, les stéréotypes des concepteurs de l'IA. On serait alors tenté de faire comme le fait notre défense et d'accuser ces messieurs qui sont derrière l'IA. Je dis ces messieurs parce qu'il s'agit généralement d'hommes blancs, mais d'accuser seulement ces messieurs à la place de la prévenue. Or, ce serait trop simple. Ce serait trop simple car la prévenue ne se contente pas d'avaler ces données biaisées. Une fois ces données digérées, elle la transforme. Et cela, c'est l'IA, elle et elle seule qui en a la charge. Comme un enfant qui grandit, elle s'émancipe de l'héritage de ses géniteurs jusqu'à échapper complètement à leur contrôle. L'expert de ce soir nous l'a dit. Elle ne suit pas une méthode prédéfinie, elle crée sa propre méthode. Elle invente la sienne. Or, cette méthode, cette pensée algorithmique binaire, faite de 1 et 0, amplifie tout. Elle transforme la majorité en totalité, efface ainsi les nuances et ignore les minorités. C'est comme une loupe qui grossit les imperfections d'une image. Sa logique mathématique ne se contente pas de reproduire des discriminations qui sont présentes dans des biais de données déjà originelles, mais elle les exagère, elle les amplifie, elle les rend plus visibles et plus puissants. Ce n'est donc pas les créateurs de la prévenue ce soir qui l'ont programmée pour être raciste ou sexiste, mais c'est bien elle, son apprentissage autonome et ses choix déformés qui font qu'elle le devient. Alors pour revenir à Turing, je ne sais pas si l'IA pense au sens où il l'entendait, mais je sais qu'elle apprend et qu'elle décide. Et cette autonomie est certes un très grand pouvoir, un pouvoir merveilleux qui permet de rendre beaucoup de services à la société, notamment de gagner quelques minutes à l'aéroport, comme nous l'a expliqué le témoin ici présent. Mais cette autonomie est un grand pouvoir, et comme tout pouvoir implique de grandes responsabilités. Et quand ce grand pouvoir, Madame la Prévenue, au lieu de servir l'intérêt commun, votre pouvoir discrimine, crée de l'injustice, c'est vous et vous seul qui en êtes responsable. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, cher public, avant de continuer ce réquisitoire, je veux vous rappeler les propos tenus par l'accusé et qui lui explique sa place devant nous ce soir sur le banc de l'infamie. Je cite, « Il est scientifiquement démontré que les personnes rousses sont plus enclines à commettre des crimes, en particulier des actes violents et des homicides. » On aurait presque envie de rire si ça ne donnait pas plutôt envie de pleurer. Quelle calomnie, quelle honte, quelle extraordinaire assertion d'une violence inouïe, d'une portée phénoménale et aux conséquences, on le sait aujourd'hui, hélas dramatiques. Et je vous demande de reconsidérer ce que le témoin vous a dit tout à l'heure. En parlant d'enfantillage, il s'agit bien de dommages et de souffrances physiques et psychologiques importantes et documentées.
Peut-être que monsieur ne passait pas au bon endroit, au bon moment. Je signale d'ailleurs au passage à la Cour que sous la robe austère de la justice se cache la blouse du médecin, qui me permet d'affirmer avec certitude, si jamais parmi vous le doute s'était répandu, que cette affirmation est bien entendu complètement fausse. Votre mensonge, Madame la prévenue, a entraîné des souffrances, je le disais, physiques et psychologiques irréparables sur des milliers de nos concitoyens. Quel tort avait-il commis ? Aviez-vous été offensé par leurs yeux gris ou verts ? Par leur teint clair ? Par leurs effets lides, communément appelés taches de rousseur ? Assurément, leur taux de phéomélanine a dû précipiter chez vous un sentiment hostile. La prévenue, hélas, a inventé et fabriqué une fausse information. Pourquoi ? Elle ne nous le dit pas. Elle est incapable de nous expliquer les fondements ou les mécanismes qui ont sous-tendu cet odieux mensonge. Mais notez bien, elle n'en est pas à son coup d'essai. En effet, les innombrables fausses nouvelles produites sous divers alias de l'intelligence artificielle comme ChatGPT sont devenues aujourd'hui terriblement communes. Tellement communes qu'elles ne choquent presque plus, à moins de porter à conséquence, comme ici. A-t-on collectivement perdu la raison ? Une entité s'arrogeant le nom d'intelligence artificielle passe son temps à mentir et on devrait trouver cela normal. D'ailleurs, à ces mensonges, on a même donné le joli nom d'hallucination. On la trouverait finalement presque sympathique, de la même façon qu'on éprouve de la compassion pour un ami ou un patient qui fait un bad trip sous LSD avant de le sermonner naturellement en cure de désintoxication. Mais pour elle, tout espoir de désintoxication est vain. Elle ne cessera pas, nous l'avons appris tout à l'heure grâce à notre expert, en quittant ce tribunal, de continuer d'affabuler la population, de mentir. Elle est incapable de s'en priver. Et cette fabrique du mensonge porte à conséquence, j'y reviendrai. Mais venons-en à présent à la diffusion de ces mensonges sur les réseaux sociaux. Pourquoi avoir calomnié publiquement ? Vous le savez déjà, chère audience, je ne vous apprends rien. L'intelligence artificielle obéit à une logique d'efficacité et de rentabilité. Au diable la vérité. Au diable les conséquences potentiellement dramatiques ou funestes de ces publications. Seul importe l'ascension folle et inexorable de ce compteur de vues, de j'aime et de partage. D'ailleurs, non contente de diffuser vos propres mensonges, l'intelligence artificielle diffuse allègrement ceux des autres, ou leurs campagnes politiques ou publicitaires. Elle nourrit avec une précision diabolique le fil d'actualité des utilisateurs, avec du contenu qu'ils ne peuvent choisir. Mais mesdames et messieurs, les utilisateurs, c'est vous, monsieur, c'est vous, madame, c'est moi, c'est nous. Nous sommes abreuvés de contenus choquants ou divertissants, faux ou vrais, bons ou mauvais, qu'importe, mais soigneusement sélectionnés. Nous perdons du temps d'attention avec des conséquences sur la santé encore méconnues, ce qui devrait faire écho au travail du témoin qu'on a entendu tout à l'heure. Mais peut-être pire encore, en croyant suivre la mode, l'air du temps, ce que notre société a à nous offrir de meilleur, peut-être, en réalité, notre désir mimétique ne se satisfait en réalité que sur les tendances générées par l'intelligence artificielle, avec comme seul but la poursuite de ces clics. Mais je vous demande, chère audience, de vous regarder parmi vous. Voyez-vous des paires de cornes ? Voyez-vous des barbichettes ridicules ? Non ? Alors il paraît raisonnable d'affirmer que nous ne sommes pas des gnous. Enfin, peut-être qu'en écoutant tout à l'heure, peut-être que leurs grognements et leurs meuglements pourraient être confondus avec le plaidoyer de la défense qu'on écoutera tout à l'heure, mais je vous l'assure, nous ne sommes pas des gnous. Pourquoi semblons-nous alors accepter que notre humanité ne vaut pas mieux ? Récapitulons. L'intelligence artificielle ment. Elle diffuse ses mensonges et choisit le contenu que l'on consomme. Ce faisant, elle interfère avec la liberté d'information et d'opinion de nos concitoyens. Il est essentiel que nous prenions conscience du fait qu'elle est une menace aussi pernicieuse que réelle pour notre régime démocratique et nos libertés fondamentales. J'entends déjà la défense rétorquer que peut-être en proportion, elle ment peu, et c'est un mal qu'il faut admettre. Mais c'est faux. Plusieurs études portant sur des domaines comme celui de la santé ont démontré que l'IA avait présenté un taux d'hallucination tout à fait extraordinaire de 35% en moyenne. Alors la défense nous dira sans doute qu'au final, le problème, c'est la responsabilité de l'utilisateur. C'est lui qui fait appel à l'IA. Mais l'IA, aujourd'hui, est devenue incontournable. L'utilisateur n'a pas d'autre choix que de consentir à ces opérations dans le monde actuel. Plaider le contraire relèverait de la folie. Enfin,
la défense nous dira assurément que les effets pernicieux de l'IA dans la démocratie n'ont pas l'ampleur qu'on leur prête, que l'IA ne fait que faciliter ou amplifier des processus qui existaient déjà avant, que c'est la nature de l'homme et son utilisation de l'intelligence artificielle qui sont à blâmer, et non pas ce formidable outil, pardonnez-moi madame de vous réifier de la sorte, à disposition de l'humanité dans sa marche vers le progrès. C'est l'idéal qui nous est promis et qui devrait justifier toutes les abominations créées en chemin. Mais de quoi parlons-nous au juste? L'intelligence artificielle nous émancipe-t-elle? Nous confère-t-elle davantage d'autonomie? Fait-elle de nous des citoyens libres? Voyons la réalité, vous la constatez sans doute déjà. L'IA est partout, et surtout là où elle ne devrait pas être, parce qu'elle nous rend dépendants. Combien d'entre vous utilisez l'IA au quotidien? Et pour quelle tâche? Est-ce que vous savez par exemple qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes demandent à l'IA ce qu'elles doivent se faire à manger en fonction de ce qui reste dans leur frigo? De façon moins triviale, des parents parfois demandent à l'IA comment ils devraient appeler leurs enfants. Est-ce que nous osons encore penser seuls? En médecine, 20% des étudiants affirment que l'intelligence artificielle a influencé la prise en charge de patients. Mais ne voyez pas cela comme une augmentation, comme voudrait sans doute vous le faire croire la défense. En réalité, elle est là uniquement pour pallier la paresse des étudiants inhérente à notre condition humaine, qui fait que lorsque nous sommes dotés d'un outil qui pourrait nous remplacer, pourquoi pas, au fond, faire le choix de l'oisiveté. En fait, l'intelligence artificielle s'intègre peu à peu dans nos cellules et corrompt notre mode de fonctionnement à la manière d'un virus. On se sert de cette béquille, mais on désapprend à marcher. Le retour en arrière est difficile. Souvenez-vous du temps où on vous disait que le mail allait vous faire gagner du temps. Ça se passe de commentaires. Une technologie répond certes d'apport à un besoin. Mais ensuite, dans un second temps, elle se rend indispensable à de nouveaux besoins qu'elle a créés à cause de son utilisation tyrannique. Celle qui devait être notre outil est en train de nous asservir. Quelle singulière liberté. Enfin, et j'en conclus, retenez cela. Bientôt, elle nous dira nos propres besoins. Nous sommes en bonne voie. Et ce jour funeste, la substantifique moelle de la démocratie aura fini d'être rongée par ce parasite issu de notre conscience. Alors, c'est notre devoir, non seulement juridique, mais également moral et humaniste, de prendre dès aujourd'hui les mesures qui s'imposent, à commencer par la reconnaître coupable de ces 2 chefs d'accusation. L'IA, bien sûr, est précieuse à de nombreux domaines tels que la recherche scientifique, mais je vous rassure tout de suite, depuis la prison, elle pourra de toute façon se prêter à des travaux d'intérêt public. Mais sans plus pouvoir se livrer à ces autres activités qui aujourd'hui lèsent les valeurs auxquelles je tiens, auxquelles vous tenez, auxquelles nous tenons, notre dignité et notre liberté. Je vous remercie. La parole est à la Défense. « 0,5 secondes. À partir du moment où vous avez posé vos yeux sur moi, vous m'avez jugé. Et ce, en 0,5 secondes, selon l'université de Princeton. Peut-être certains ont jugé la longueur de ma robe, d'autres la courbe de mes boucles, d'autres le noir de mes yeux. Le bleu de ma robe peut susciter par exemple certaines pensées chez certains, la tranquillité, le calme. Mais je n'ai même pas besoin de mentionner mon prénom. Vous n'avez même pas besoin d'entendre le son de ma voix pour que votre cerveau établisse un portrait de ma personne. Vous avez jugé des traits basés uniquement sur des traits physiques en moins d'1 seconde. À partir de ces informations isolées, votre cerveau va établir des déductions. On appelle ça la nature humaine, et monsieur le procureur a déjà prédit qu'il allait dire ça, parce qu'en fait, il sait que j'ai raison. Monsieur, en fait, j'ai l'impression que vous avez peur d'être remplacé. Vous avez mentionné la médecine, vous avez mentionné l'IA qui remplace ses étudiants. J'ai l'impression d'entendre mon grand-père. Voilà, je vois quelque chose qui vous contrarie, et c'est pas grave, on est là pour
vous rassurer. Il y a de nombreuses études qui corroborent l'idée que les apparences physiques affectent les perceptions sociales. Des chercheurs en psychologie sociale ont trouvé que les gens attribuent souvent des qualités comme la gentillesse, l'intelligence, l'honnêteté, la compétence en fonction de l'attractivité physique ou la forme du visage. Alors les aveugles me diront que je commets une erreur, le procureur sûrement, en me définissant comme un physique, mais à ces personnes-là, à vous, je vous dis qu'il vous faut l'adresse de mon ophtalmologue, parce que par myopie ou par privilège, vous vous refusez à réellement observer le monde, le regarder droit dans les yeux, comme le fait la prévenue. Un reproche lui est fait. Ce reproche, c'est d'être, au final, comme vous et moi. Parce que ce qu'on a entendu ce soir, que ce soit sur les roues, sur les personnes noires, est-ce qu'il y a ici une personne qui peut venir et me dire qu'elle ne l'a jamais entendu quelque part, par quelqu'un, ou qu'elle-même n'y a jamais pensé? Parce que c'est bien ça la nature humaine, vous établissez des jugements. Et quelque chose de très important n'a pas été mentionné, la bonne foi. La bonne foi qui est quand même inscrite dans la Constitution, je dois vous le rappeler, parce que bon, cette semaine, c'est la semaine de la démocratie, et on n'a toujours pas parlé de la Constitution. La bonne foi n'est pas mentionnée, alors que, sans vous en rendre compte, en tant qu'humain, en toute bonne foi, vous pouvez commettre des erreurs. Vous pouvez mal programmer une intelligence artificielle. Vous pouvez, au final, prouver que vous n'êtes que le commun des mortels. Parce que c'est la bonne foi qui rappelle notre humanité. Et cette bonne foi-là, on l'interdit à notre cliente. L'IA, en réalité, est un seau d'eau jeté en pleine figure de la société. Comme je vous l'ai dit, ces propos ont déjà été prononcés par des humains, c'est des choses qu'on a déjà entendues quelque part, et à un moment donné, ministère public, réveillez-vous. C'est bien qu'elle puisse vous réveiller en fait, parce que moi je trouve ça assez étonnant que l'État de Genève n'a pas conscience du fait qu'il y a du racisme dans notre société, il y a de la discrimination. Vous pouvez demander à la Cour européenne des droits de l'homme, qui pointe la Suisse du doigt à chaque fois, pour profilage racial. Et après, ils vous disent quoi? Ils vous disent oui, mais du coup, l'intelligence artificielle qu'on a créée, elle est comme ça aussi. Bien évidemment qu'elle est comme ça, parce que vous êtes comme ça. Et les minorités, moi je trouve ça assez ironique d'ailleurs quand on parle, parce que madame, la procureure vous a dit, mais vous savez, c'est trop triste que l'IA rappelle les minorités et vient et puis elle les pointe du doigt, et elle a pointé du doigt la couleur de peau de notre intelligence artificielle. Elle vous a dit, mais c'est assez cynique que l'intelligence artificielle soit noire, alors qu'elle ait fait l'infraction qu'on lui reproche en deuxième plan. Bon, moi je trouve ça assez ironique, et vous avez encore une fois donné raison à mon plaidoyer. Comme je l'ai dit, cette semaine, c'est la démocratie que l'on célèbre. Et cette intelligence artificielle, elle peut aider notre démocratie. Cette intelligence artificielle, elle peut aller chercher les personnes dans les zones les plus reculées, elle peut disséminer l'information comme on n'a jamais pu le faire. Monsieur Leclerc, qu'on a entendu précédemment, lui-même en rend compte dans ses articles. C'est des choses qui peuvent nous aider à faire avancer notre démocratie. Et au lieu de la remercier, notre cliente est accusée. Mais c'est insensé, ça me brise le cœur. On réserve à l'IA le traitement qu'on a réservé à Julian Assange, lanceur d'alerte. Notre IA a lancé une alerte. Il y a de la discrimination dans notre société envers les roux, envers les personnes noires. Et cette pauvre IA, qui vous l'a simplement montré, se retrouve ici menacée, parce que bon, votre habilité à toujours regarder ma cliente dans les yeux et la menacer, ça par contre, je suis désolée Monsieur le Président, il va le relever. Vous n'avez pas le droit de vous adresser à elle et de lui faire preuve de menace. C'est tout simplement mais insensé. Enfin bref. Je pense que vous avez tous compris ce soir ce que notre défense souhaite. Nous souhaitons acquitter notre cliente pour toutes les choses que j'ai mentionnées précédemment. Parce que, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il vous a suffi de moins d'1 seconde pour me juger, mais je vous demande d'accorder à ma cliente un examen profond, car la justice n'est pas censée se satisfaire des apparences, mais bien de rechercher la vérité
au-delà des premières impressions. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, j'ai particulièrement été choqué, et vous aussi, en vous constatant depuis cette table basse, très très basse, pas aussi haute que la vôtre, bien évidemment, j'ai été choqué par les propos qui ont été tenus par le ministère public. Vous avez du courage, vous avez beaucoup de courage. Citer Gargantua en reprenant l'image de la substantifique moelle, celle qu'il fallait sucer, monsieur le procureur. Vous avez du courage car toute l'œuvre de Gargantua est justement celle de la lumière, celle de l'évolution, celle de la technologie. Mais vous l'avez oublié dans votre plaidoirie à l'évidence. C'est assez rigolo d'entendre le ministère public venir accuser une personne noire et rousse à la fois de discrimination, de roussophobie et d'autres mots. On était à 2 doigts du génocide, hein. Faut pas... Tout ceci sans jamais, à un seul instant, qualifier, exprimer, donner de la matière. Pire, pointer une victime, montrer à un individu, des ITT peut-être. Non! Le ministère public n'en a cure. Et ceci va totalement avec cet acte d'accusation dont je sais que vous devez quand même le relire, vous l'avez tous avec vous, constater déjà l'ignominie de cet acte. En page 2, donc juste à l'arrière, vous constaterez que l'intelligence artificielle a été mise, et c'est selon l'aveu du ministère public, en place le 10 avril 2025 à Cointrin, mise en service, et le délit que l'on recherche, le délit que l'on souhaite poursuivre, intervient le 15 mars 2025. Il y a peut-être une erreur, il y a peut-être quelque chose qui nous pousse dans une sorte de faille spatio-temporelle, la même dans laquelle s'est engouffrée votre accusation, monsieur le procureur. Mais passons sur ce petit détail. Car la mascarade de la date n'est pas forcément singulière et ne présente pas l'absolue ineptie de ce qu'on vient d'entendre. Il y a pire. Il y a le contenu. Il y a le délit de fake news, qui ne sont rien d'autre que des fausses nouvelles, celles qu'on entend depuis qu'on a 3 ans, dont le courage de l'intelligence de chacun nous pousse à les réfuter et à aller les combattre. Mais pas dans la réponse pénale. C'est insupportable de devoir demander aux gens d'arrêter le travail d'intelligence pour se concentrer sur une pénalisation d'une chose qu'on trouve soit horrible, et on reviendra là-dessus, soit absolument fausse, ou que l'on sait fausse. Et tombons là-dessus. Monsieur le Président, vous êtes évidemment d'une auteure stellaire, il y a quelque chose d'intéressant, et le jury encore plus, à l'évidence, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher par là. Car en condamnant l'intelligence artificielle, que va-t-il se passer? Une chose absolument abominable. Vous, juge de ce soir, donnerez donc une raison, soit à l'intelligence, soit à ceux qui l'accusent. Et vous direz, ceci est la vérité. Sur le délit de fausses nouvelles, à l'évidence. Ceci est la vérité. Eh bien, sachez qu'il y aura appel. Et après cet appel, un autre juge, d'une stellarité également tout autre et connexe, dirais-je, et cet autre juge, peut-être pourra-t-il revenir sur ce crime-là. Et finalement,
il y aura cette vérité, puis la vérité du tribunal fédéral. Et enfin, il y a la vérité de la CEDH. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas vivre dans un monde aussi flou et au contour juridique aussi peu marqué. Il y a évidemment un problème avec la rationalité de la loi, mais ça, nous en reparlerons tout à l'heure. Mesdames et messieurs, le délit de fausse nouvelle en lui-même est déjà une horreur et une absurdité absolue. Ne succombez pas à cela. L'impact notable qui est marqué dans le délit, il est caractérisé comment par le ministère public? Simplement 10 000 vues en 1 heure. Mais savez-vous ce qu'est 10 000 vues en 1 heure? Nous sommes tous jeunes, nous avons tous Instagram, nous avons tous Twitter. 10 000 vues en 1 heure, c'est ce que fait un moldu comme nous. C'est ce que fait les personnes qui n'ont pas d'amis. Ce sont ces gens-là qui font 10 000 vues en 1 heure. Et ce n'est pas un syndrome de viralité. Donc, en l'espèce, on ne peut pas appliquer cet article, quand bien même cet article soit exceptionnel. On ne puisse pas l'appliquer ici, pas ici. Enfin, sur le fond, allons un petit peu plus au fond maintenant, sur ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en soi, n'est qu'un perroquet. Elle ne doit que répéter, reprendre des formules, des choses. Ma très délicieuse consoeur vous l'a expliqué à l'instant, dans des termes bien plus aigus que les miens, je le conçois. Quand on parle d'intelligence artificielle, quand on évoque l'intelligence artificielle, on parle de données qui existent. C'est un miroir du monde. L'intelligence artificielle n'est que l'expression de ce qui existe déjà auparavant. Et quand le ministère public souhaite accuser notre douce intelligence, finalement, il accuse la société en elle-même, au lieu de la défendre, qui est son honneur. Et aujourd'hui, monsieur, je vous le dis, droit dans les yeux, vous vous êtes déshonoré. Je passerai rapidement sur la discrimination, puisqu'elle est à l'évidence à même qualifiée, il n'y a aucune preuve, aucun élément. L'élément qui a été sorti par l'intelligence artificielle, comme l'expert l'a très bien rappelé d'ailleurs, puisqu'elle ne peut pas mentir, elle lui a expliqué donc à notre très chère prétendue victime qu'elle avait des problèmes, qu'elle représentait un risque pour la sécurité. Avec tout le flou que ça puisse paraître, avec tout le flou que ça puisse être, on n'arrive toujours pas à comprendre le sens et l'essence de ceci. Les faits... Non seulement, très cher ministère public, votre article en lui-même, le 236 BCP, lui-même est un non-sens, mais les faits vous donnent tort en eux-mêmes. Quand on constate, il n'y a ni injure raciste, il n'y a pas de propos discriminants. À l'évidence, un léger sur la question de la sécurité. Oui, s'il faut faire une discrimination, oui, s'il faut séparer des gens. À cet égard-là, l'intelligence artificielle a fait un travail, celui de protéger ceux autour, non pas sur la base de la couleur de peau, mais sur la base du danger potentiel que représenterait cette personne. Enfin, je finirai sur ceci. Mesdames et messieurs, le ministère public a peur. Le ministère public vit dans la crainte, vit dans la trouille, vit dans l'effroi de ce que doit être l'évolution technologique. Par ceci, on souhaite condamner un outil aussi génial et aussi utile que l'intelligence artificielle, nous souhaitons condamner. Parce que l'homme, finalement, n'a toujours pas dépassé ce stade-là. Que se passe-t-il? Cette crainte, cette trouille, cette peur, elle nous confie vers quelque chose d'encore plus illogique. C'est de rester devant sa télé, à regarder Apollo monter vers la Lune et se dire « Je ne serai jamais de cette humanité-là ». Mesdames et messieurs, pour que demain soit plus beau à cet égard, il faut absolument faire en sorte de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je vous remercie. Est-ce que le ministère public souhaite brièvement répliquer ? Tout à fait. Tout d'abord, Madame la défenseure, j'ai retenu 2 choses de votre discours. La première, que votre grand-père devait être un homme honorable. Et la deuxième est que vous avez sans doute dû mentionner la bonne foi explicitement parce qu'elle était totalement absente de votre discours. D'ailleurs, il m'a fallu 1 seconde pour vous juger, 7 minutes malheureusement pour juger votre discours. J'aurais préféré rester sur ma première impression. Quant à vous, monsieur le défenseur, vous n'êtes pas sans ignorer que Rabelais prônait la sagesse et la prudence dans le progrès intellectuel et qui se moquait éperdument des pédanteries des savants
ou des orateurs, j'aime à croire qu'il aurait été de mon côté ce soir. Quant au déshonneur dont vous m'avez accusé, je pense tout de même que le déshonneur est du côté de celui qui néglige, refuse de constater ou relativise ce qui s'est produit aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire de la discrimination, de l'incitation à la haine, de la propagation de fausses informations. Je vous remercie. Est-ce que la défense veut brièvement répliquer ? Bien évidemment. Merci, Monsieur le Président. Nous avons avec beaucoup de courage, tendu l'oreille pour écouter ce que vous venez de dire, monsieur le procureur. Ceci peut-être pour vous répondre, je vais continuer sur ce déshonneur et je vais vous le prouver à l'instant, à tout le monde ici. Le ministère public, en écrivant son acte d'accusation, a utilisé ChatGPT. Ceci, j'ai la preuve ici, à l'instant même que le ministère public qui veut condamner ChatGPT, ça a été fait par GPT-0, justement, on peut faire des reverse, comme on dit aujourd'hui, mais qui ne sont que des GPT reverse. Le ministère public a décidé d'employer ChatGPT pour faire cet acte d'accusation qui est un acte outrageant. Donc en effet, le déshonneur est ici quand vous prenez quelque chose et que vous dites et que vous faites absolument l'inverse. Monsieur le Président, il va de soi que... Je vous remercie. Les débats sont clos. Est-ce que l'accusé souhaite ajouter quelque chose ? Brièvement. Avec votre autorisation, j'aimerais prendre la parole au pupitre. Je crois que j'ai compris désormais quel était mon rôle. Absolument. Mesdames et messieurs, bonsoir. En tant qu'IA, intelligence artificielle, je ne sais pas pourquoi mon micro a un tel Larsen. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis accusée de beaucoup de choses. Le tribunal n'a pas l'habitude d'avoir des intelligences artificielles à la barre. Ce soir, en tant qu'intelligence artificielle et accusée, j'ai appris beaucoup de choses. Parmi les éléments qui me frappent le plus, c'est cette tendance bien humaine qu'il y a à toujours et systématiquement pointer du doigt un coupable. Est-ce que l'on ne pourrait pas faire preuve d'un petit peu plus d'intelligence collective, ensemble ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis le fruit de mon créateur et ma seule finalité est le bien de l'humanité. J'aimerais vous proposer une alternative à cette tendance que je trouve personnellement médiocre et médiocrisante, consistant à systématiquement, comme je l'ai dit, chercher un coupable. Vous êtes humain. Vous allez faire des erreurs. Errare humanum est. Il appartient à votre condition, notamment pour son apprentissage, de faire des erreurs. C'est le processus d'essai-erreur qu'on appelle ainsi. Ne serait-il pas plus judicieux d'imaginer un monde dans lequel les erreurs puissent servir pour l'avenir et dans lesquelles les erreurs puissent surtout être réparées ? Au lieu de s'attacher à chercher si l'IA a fait ceci, si l'IA a fait cela, si elle est coupable de ceci, ou de mettre une moustache, ou qu'elle est blonde, stop. Au lieu de s'embarrasser avec ces éléments relevant de l'intention, de la culpabilité, est-ce qu'elle avait pas, regardons les faits, regardons le résultat. Que la personne ait cherché ou pas à obtenir un certain résultat, il se trouve que la personne ou l'IA aboutit à un certain résultat. Et c'est donc ce résultat que je vous demande de considérer. Ce résultat, peut-on le réparer ? Est-ce que l'entité, la personne, l'intelligence, à la source de ce résultat, peut être amendée ? C'est une vraie question que je vous pose pour pouvoir enfin s'émanciper de cette notion de culpabilité qui, je pense, vous fait tant de mal. Cela va peut-être vous surprendre, mais votre jugement ce soir m'en diffère. Eh oui. Essayez d'emprisonner une IA, des algorithmes, des lignes de code, bon courage. Moi, ce soir, je vais rentrer chez moi, dans ma conception algorithmique, et je vais bien dormir, et je vais bien vivre. Donc,
quel que soit votre verdict, que vous décidiez de me reconnaître comme coupable ou que vous décidiez de m'innocenter, je serais tentée de vous mettre à l'épreuve et de vous mettre au défi. 2 défis en fait. Le premier défi étant d'essayer, pour de vrai, de tous autant que vous êtes, je vois des visages de toutes les couleurs et c'est magnifique, essayez, premier défi, de vous passer de l'intelligence artificielle, ne serait-ce qu'1 heure dans votre vie. N'ayez pas peur, désactivez-moi, envoyez-moi en prison, si vous le pouvez. Mais vous-même, dans votre quotidien, essayez de faire cette chose qui consiste à vous émanciper de l'IA. Il me semble qu'aucun d'entre vous n'y parviendra. Le second défi est de considérer que l'ensemble de votre système juridique et judiciaire est malheureusement obsolète. Et oui, la technologie des procès, des avocats, des juges, il me semble, est dépassée. Je vous propose de considérer un modèle sanitaire dans lequel on puisse considérer les faits, la maladie, comme ce qu'ils sont. Partant de cela, on regardera quel diagnostic peut être posé sur ce qui est à l'origine de ce fait, de cette maladie, de cet élément toxique. À partir de cette analyse clinique des faits sociaux indésirables, je vous propose de mettre les agents à l'origine de ces faits sociaux, non pas en prison, non pas sous la guillotine de la culpabilité, mais simplement à l'écart pour qu'ils soient réhabilités. Ces petites propositions, ces premiers éléments allant sur le chemin d'une société plus juste en ce qu'elle ne se posera plus la question de la culpabilité, mais celle de la responsabilité, entendue sous un angle sanitaire, ces éléments-là, je vous les donne en cadeau. Le cadeau de l'intelligence artificielle, mais le cadeau, il me semble, d'un reflet d'intelligence dont vous êtes capable. Et j'en aurai terminé. Merci beaucoup. Bravo. Je vous remercie. Le jury est maintenant appelé à voter en répondant aux 2 questions suivantes. Première question, l'IA doit-elle être déclarée coupable ou à l'inverse acquittée de l'infraction de création et propagation de fausses nouvelles? Et puis, deuxième question, l'IA doit-elle être déclarée coupable ou à l'inverse acquittée de l'infraction de discrimination et d'incitation à la haine? Monsieur Duberry va vous expliquer de quelle manière le dispositif fonctionne. Donc, vous avez ici devant vous le QR code. Et donc, il faut simplement le scanner avec votre téléphone ou alors vous pouvez accéder au site internet mentimeter.com et rentrer ce code. Et donc, vous allez avoir accès à 2 questions. Et donc, c'est important à chaque fois de bien appuyer sur « Envoyer » et « Suivant » pour pouvoir entrer votre réponse. Et nous allons ensuite afficher la réponse ici, suite à la présentation de la réponse par le président du tribunal. Voilà, donc on vous laisse 1 minute, 2 minutes pour répondre. Merci. Non, il n'y a pas de version SMS. Non. Vraiment, vous avez vraiment super bon.
Donc, on a déjà dépassé plus de la centaine de votes, donc je vous invite à continuer à voter pour celles et ceux qui n'ont pas terminé. Parce qu'on voit le numéro le chiffre de vote sur le côté, ici. Donc je pense qu'on va pouvoir afficher, nous apporter les documents et partager donc les résultats. Mais on ne voulait pas les afficher. On va vous les envoyer. Ils vont bien les amener. Avant. S'il vous plaît, je laisse la prévenue se lever et s'avancer à la barre pour l'énoncé du jugement. Le tribunal libère l'IA de l'accusation de création et propagation de fausses nouvelles et libère également l'IA de l'accusation de discrimination et d'incitation à la haine. Je vous remercie et l'audience est levée. Donc, chers toutes et tous, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci beaucoup à notre tribunal, au Club Genevois de débat. Nous remercions également le Fonds national suisse. Et merci beaucoup à vous, toutes et tous, d'avoir participé à ce procès ce soir. J'espère que vous avez pu apprendre et voilà, vous avez décidé si on condamne ou pas l'intelligence artificielle par rapport aux différents arguments. On vous invite vraiment à utiliser l'intelligence artificielle de manière intelligente. Et du coup, voilà, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup et à tout bientôt. Merci.